Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Underdogs in Africa, le podcast où nous explorons le parcours de ceux qui font bouger les lignes dans les paiements en Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plus grand plaisir d'avoir avec moi un expert de la région. Et ce que j'apprécie personnellement chez lui, c'est son amour et son optimisme pour l'Afrique, mais également sa passion pour l'innovation et pour les paiements. Même s'il n'aime pas être sous le feu des projecteurs, je pense que sa passion le pousse quand même au partage. Et donc, on le retrouve tantôt comme mentor, tantôt comme accompagnateur des fintech, mais également comme rédacteur d'articles. Et il fait bien de partager parce qu'il a à son actif plus de 15 ans d'expérience à travers tous les secteurs clés de l'écosystème des paiements dans la région. Inutile de préciser que son agenda est super chargé. Donc, je suis vraiment reconnaissante de l'avoir avec moi aujourd'hui. Il a accepté notre invitation vraiment sans broncher. Bonjour Candace, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Barbara, merci de m'avoir dans votre podcast. Comment vas-tu ? Écoute, ça va, je vais très bien. Je pense que on ne peut pas aller aussi bien qu'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de bonnes perspectives en vue et je pense qu'il y a de jolies choses qui se préparent dans le secteur. En effet. D'ailleurs, en parlant des articles, à quand le retour ? Parce que moi, ça me manque. Et justement, il y a un article que j'aimais bien utiliser, où tu utilises l'analogie du boulanger et du consommateur de pain pour expliquer la tokenisation. Absolument. C'est dans l'optique de pouvoir mettre à disposition de tout le monde les connaissances que souvent les experts utilisent, pour lesquelles les experts utilisent des termes un peu plus compliqués. Et j'ai beaucoup d'autres articles pareils sur non seulement la blockchain et autres. Je pense que l'information doit être accessible à tout le monde, doit être partagée à tout le monde. Et en utilisant les analogies, ces exemples tels que le boulanger, c'est plus facile de communiquer, plus facile de transmettre la connaissance à d'autres personnes. Exactement. Bon, moi, je confirme parce que je l'ai utilisé dans plusieurs conversations et en tout cas, ça marche à tous les coups. Écoute, je sais qu'on on a beaucoup de choses sur lesquelles échanger par rapport au paiement. Je sais que tu es plein de ressources, mais on va commencer par le commencement. Je sais que tu es guinéen, donc un Guinéen à Abidjan, ça ne choque pas trop quand on connaît la Côte d'Ivoire. Mais parle-nous un peu de tes origines, de ton enfance, de tes études aussi, et de comment est-ce que tu es arrivé à Abidjan. Merci beaucoup. Donc, comme tu l'as dit, je suis guinéen, du pays qui a pour capitale Conakry, dont le nom officiel reste Guinée. Souvent, on me dit « Ah, tu es de Guinée-Conakry ?» Je dis « Non, je suis de la Guinée. » Et l'autre, ça s'appelle comment du coup ? C'est quoi le nom officiel de l'autre Guinée ? Il y a d'autres Guinées qui ont... Des autres Guinées, justement. Voilà, donc tu as la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, la Nouvelle-Guinée. Ok, donc c'est seulement Guinée-Conakry qui a pour nom officiel Guinée. Oui, c'est la République de Guinée. Ah, d'accord. Et quand Merci. quand tu regardes le nom officiel partout, tu verras que Guinée. Que Guinée, voilà. ok. Voilà, donc je suis originaire de la Guinée. J'ai grandi à Conakry. Je suis né, j'ai grandi à Conakry. J'ai fait toutes mes études à Conakry. Tu parlais de comment je me suis retrouvé dans le paiement. Pour parler peut-être de mon parcours académique, je vais dire que je suis plutôt quelqu'un qui a eu un parcours tranquille, vu que mes grands-parents étaient tous les deux enseignants. Et moi, j'ai appris à lire et à écrire avant même d'arriver à l'école primaire. Et de ce fait, j'étais un peu paresseux, je m'ennuyais un peu à l'école. Et cela a fait que je me suis retrouvé on va dire, au cours de mon parcours scolaire à ne pas faire beaucoup d'efforts. Mais une fois arrivé au collège et au lycée, j'étais plus concentré sur tout ce qui était sciences exactes, notamment les mathématiques, la physique, la chimie et autres. Voilà. Et arrivé à l'université, j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion d'une filière un peu spéciale, mathématiques, informatique, économie, de l'université Gamal Abdel Nasser,
où j'ai fait le DUG. Ensuite, j'ai fait la licence et la maîtrise. J'ai soutenu là-bas. Après ma soutenance, je suis devenu professeur d'informatique. Il faut dire que c'est à l'université que je suis tombé amoureux de l'informatique. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que j'étais à l'université, ma mère, qui vivait aux États-Unis, qui vit toujours là-bas, m'a envoyé un ordinateur, un desktop. Et j'étais le seul du quartier à l'avoir. Et donc, tous les enfants du quartier, tous les amis venaient chez moi pour toucher à l'ordinateur. Donc, mais qu'est-ce que tu y faisais? Qu'est-ce que tu faisais dessus en ce moment-là? Écoute, il n'y avait pas Internet Je n'avais pas l'Internet à la maison. Il y avait des cybercafés. Oui. J'avais pu notamment commencer à explorer l'Internet, ouvrir les premières... on va dire accéder aux premiers sites, ouvrir les adresses email. J'étais de ceux qui n'ont pas voulu ouvrir de compte Yahoo. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était yahoo.fr. Je dis, je ne suis pas français. Donc, j'ai plutôt ouvert un compte avec, je pense, c'était Caramel. Je ne connais pas. C'est à l'époque. Caramel, ça venait avec... Déjà à l'époque, ça venait avec des forums, des chats, où on pouvait avoir même des salons privés. Le concept était intéressant. Les ancêtres de tout ce qu'on a aujourd'hui. Exactement. Et ça se retrouve aujourd'hui un peu dans tout ce qui se passe. C'est pourquoi on dit que l'innovation, en réalité, c'est une manière plus simple de faire les choses qu'on a l'habitude de faire. Voilà, qui existait avant. Plus simplifiée. Voilà. Et voilà, donc... moi, j'ai donc été très emballé, surtout par la programmation. Donc, on avait commencé par du Turbo Pascal, du C++. Après, on est parti sur la partie visuelle avec Visual Basic et ainsi de suite. Donc, moi, j'étais complètement absorbé par ça. Et ma soutenance même, c'était un projet informatique que j'ai eu à réaliser. Et après, j'ai été professeur de TD en informatique pour la même filière. On est toujours à Conakry. Voilà, toujours à Conakry. Et j'ai donc travaillé avec un professeur titulaire et moi, j'étais le gars qui s'occupait du TD. À tel point que le professeur titulaire, à un moment donné, a commencé à me confier les cours carrément. Voilà, et donc j'ai accompagné 2 groupes d'étudiants pour leur soutenance, tout ça là. Donc c'était très intéressant. Après, j'ai passé un concours pour accéder à pour un emploi justement dans une entreprise qu'on appelle le Crédit Rural de Guinée, où j'étais le directeur informatique adjoint. Donc ta première expérience ma première expérience directeur corporate. D'accord, super. Et j'ai travaillé à essayer d'informatiser un peu le réseau, centraliser les rapports et ainsi de suite. Mais entre-temps, j'ai bénéficié d'une bourse d'études pour la France que l'ambassade de France a offert. Et je me suis retrouvé à Toulouse, la ville rose, que j'adore. Et j'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes là-bas. Et il y a une famille notamment qui m'a vraiment ouvert les bras. C'était la famille d'une amie de ma grand-mère. J'ai ma grand-mère qui était normalienne, c'est-à-dire de l'école normale des jeunes filles. D'accord. Et leur promotion, ils sont toujours restés ensemble, ils ont formé un groupe. L'école normale, c'était... Des jeunes filles à l'époque en Guinée. En Guinée. Oui. D'accord. Et donc... il y avait Madame Gussen qui avait sa famille à Toulouse. Et donc, quand je partais, il y avait une deuxième famille là-bas. Voilà, il y a un de ces petits-enfants qui étaient quasiment ceux-là avec lesquels je traînais tout le temps. C'était mon meilleur ami, on va dire, là-bas. Voilà, et donc, à Toulouse, j'ai fait 2 masters. Un en statistique et probabilité. C'était pas ma vocation, c'était pas ce que je voulais, bien que j'étais pas mal en statistique. Mais le deuxième master, c'est celui qui m'a le plus intéressé, c'était en informatique décisionnelle. D'accord, statistique et informatique décisionnelle.
Et là, je me suis vraiment amusé, ça m'a fait plaisir. Ouais. J'ai pu travailler sur un projet de conception d'une plateforme, d'une application de gestion des limites de contrepartie que la Banque de France avait imposé, avait demandé à toutes les banques de faire en sorte que dans leur portefeuille, il n'y ait pas... Enfin, la Banque de France a imposé des limites en termes de titres souverains, en termes de titres corporate et ainsi de suite, selon les secteurs, selon les notations. Ouais, parce qu'il y a les notations Moody's, là, donc il y a des titres qui sont AA, d'autres qui sont ainsi de suite. Voilà, donc il fallait gérer tout ça. Et cette plateforme que j'ai conçue, que j'ai eu la chance de concevoir, a servi justement à la caisse d'épargne de Midi-Pyrénées où j'ai fait justement... Et là, on est en quelle année? On est en 2003. 2003. Impressionnant. Voilà, et cette plateforme a permis à la caisse d'épargne d'être vraiment dans les règles, voilà. On va dire. Et j'ai aussi intégré un simulateur pour pouvoir faire en sorte que lorsqu'ils achètent un titre, ça rentre toujours dans les limites qui sont imposées. Et donc, ils simulaient l'achat avant de voir, voilà, si ça rentrait ou pas. C'est ce que j'ai utilisé pour faire ma soutenance aussi. D'accord. Et voilà. Et ensuite, je suis allé faire un tour aux États-Unis où ma maman vivait et vit toujours. Où j'ai fait... Bon, j'étais en freelancing aussi, donc je faisais des petits trucs par-ci, par-là. Donc, des États-Unis, j'ai décidé de rentrer en Guinée parce que je me suis dit, la connaissance que j'ai acquise, je veux la mettre à disposition de directement. Oui, directement. Généralement, les gens, ils font quelques années d'accord à l'étranger. Je suis rentré directement. Je me suis acheté des ordinateurs, tout ça là. J'ai créé un centre de formation que j'ai appelé iTeach. C'est cool. Je pense que c'est toujours relevant aujourd'hui. iTeach. Et j'avais une petite salle en ville où j'avais 6 ordinateurs. Et donc, je formais les gens. Mais mon approche était différente parce que moi, j'utilisais des projets pour former les gens, notamment à tout ce qui est outils de bureautique, Word, Excel, tout ça. Il y a plus d'applications. Voilà, donc ils voient directement ce qu'ils apprennent. Cela m'a permis d'avoir, à travers un ami, un marché avec une entreprise minière pour faire la formation de tout leur personnel. C'était très, très intéressant. Et cet ami était ami avec le directeur des ressources humaines de Ecobank. Et qui cherchait à l'époque un développeur pour pouvoir rejoindre le service informatique. Bon, il me l'a proposé, j'ai accepté. Après quelques hésitations. Tu as laissé ton business, tu as laissé iTeach? Je n'ai pas laissé iTeach, j'ai pris quelqu'un qui s'occupait de iTeach. Mais c'était une erreur parce qu'après, le business s'est cassé la tête. Et moi, comme j'étais maintenant quasiment tout le temps à la banque, je travaillais parce que je gérais non seulement tout ce qui est automatisation, mais je m'occupais aussi parfois du core banking. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps et je n'avais pas le temps de m'occuper de l'autre business que j'ai dû mettre en veilleuse. Voilà, mais j'avais toujours cette volonté d'aller dans de l'entrepreneuriat, de créer quelque chose, d'aider les gens. Et donc, de Ecobank, je me suis retrouvé à UBA. Il se trouvait que le directeur général adjoint, Armand Drogba, qui est ivoirien, paix à son âme, qui est décédé, a été nommé directeur général de UBA en Guinée. À l'époque, à l'époque, à la filiale de la Guinée. Et donc, il a tenu à ce que, parce qu'on avait travaillé sur des projets là-bas, il a tenu à ce que je le rejoigne. Que tu le rejoignes. Et c'est là que je suis rentré dans le monde digital, payment. Voilà, donc j'étais le patron de la banque digitale, des produits digitaux, de paiement digital. Et la première chose que j'ai eu à faire quand j'ai rejoint UBA en Guinée, c'était de vraiment exploiter les produits existants. D'accord? Et ça a permis notamment à la banque
de break-even rapidement. Ah ouais. Parce qu'on a eu, par exemple, des sociétés minières qui ont utilisé la plateforme pour pouvoir faire des paiements rapides. Et donc, ça a généré beaucoup de flux. Et c'était tellement un succès que le Nigeria, qui était le siège, a demandé à ce que je rejoigne le siège pour pouvoir appliquer la même chose pour toutes les autres filiales. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'était en 2012. Super. Et donc, j'ai rejoint le Nigeria. J'ai été successivement directeur des solutions de paiement et de collecte. Ensuite, j'ai été directeur du e-banking pour l'Afrique francophone. Voilà, et avant de rejoindre Visa. Visa, c'était en fin 2017. Ouais. Voilà. Donc, à UBA, j'ai eu la chance de parcourir près de 18 pays, donc les pays dans lesquels on était. Et j'ai pu travailler sur des projets très intéressants avec les gouvernements, avec les entreprises, avec les fintech et autres. Voilà. Ici, par exemple, on a pu implémenter une solution de paiement des pensionnaires avec la CNPS. Ouais. Donc, c'est très intéressant. Et je me suis donc retrouvé à Visa suite à un projet que j'avais justement drivé avec Visa. Exactement. C'était un projet qui concernait l'UEMOA parce qu'à l'époque, il n'y avait que, je pense, le gym qui avait des terminaux de paiement. Exactement. Voilà, et avec UBA, on a drivé le projet de déploiement des TPE pour les pays où UBA était présent. Voilà, et ça m'a permis de bien connaître les gens du gym, les gens de Visa et autres. Et voilà, cela m'a aussi permis de rejoindre Visa lorsque l'entité a décidé d'ouvrir un bureau localement ici. Je me rappelle, hein, c'était au plateau, petit bureau au plateau. La première fois qu'on s'était vu, c'était là-bas. Dans un endroit de coworking avant de bouger à ITC. Exactement. Voilà, et donc, à Visa, j'ai eu la chance quand même de travailler avec non seulement les banques pour pouvoir partager, puisque je m'occupais de tout ce qui est acceptation de paiement, pour pouvoir partager les bonnes pratiques, pour pouvoir leur montrer que l'acceptation de paiement, c'est aussi du business, c'est pas juste un coût, un ensemble de coûts. Voilà. Et j'ai pu aussi travailler avec des fintechs parce qu'il y avait une initiative que j'ai drivée pour la région qui s'appelle le FinTech Fast Track Programme. Oui, donc j'étais le champion FinTech aussi. C'était ça venait de toi? C'est toi qui as initié le projet ou? Non, le projet a été initié par Otto Williams, qui était à l'époque à Visa aussi, et qui était basé à Dubaï. L'objectif, c'était de pouvoir accélérer les fintechs, faire en sorte que les fintechs puissent avoir accès aux solutions de Visa et aller très vite. Exactement. Et moi, je pense que c'est dans le cadre de ce projet aussi qu'on a beaucoup collaboré. Effectivement. Où j'étais chargé d'amener des fintechs vers Visa. Et on avait besoin d'entités comme Tutuka à l'époque, qui est devenu Paymentology, parce que c'était des entités qui étaient des enablers pour nous, qui permettaient de mettre à disposition des fintechs des solutions de manière très rapide. Voilà, donc dans ce cadre-là, j'ai pu travailler avec beaucoup de fintechs qui aujourd'hui sont successful. Voilà, et j'ai de très bons souvenirs avec APM de Weblogy, avec Jamo, avec Push, avec CNetPay. Je me rappelle Paydunia, avec Paycard aussi, Guinée, qui était la première fintech en Guinée à émettre les cartes Visa. Et voilà, et plein d'autres que je profite pour les saluer. Voilà, et Stéphane, parce que je venais du Nigeria où les fintechs étaient très dynamiques, où ils étaient aussi aux normes, aux standards mondiaux, où ils avaient la certification PCI DSS. C'est une chose qu'il faut avoir déjà avant de parler avant de commencer, banques, voilà, exactement. Et donc, c'était pas trop le cas ici. Avec l'accompagnement ici,
On a pu avoir les premiers fintech certifiés PCI DSS. On a notamment eu des partenaires avec des QSC pour pouvoir justement les accompagner. Et c'est ainsi qu'on a réussi à les mettre en route. Écoute, c'est impressionnant. Ton parcours est impressionnant. Je le savais depuis, mais voilà, je suis encore plus impressionnée aujourd'hui de t'entendre retracer toutes ces années. Il y a juste un point sur lequel je reviens. On en parlait avant de commencer l'enregistrement. C'est un peu l'équilibre vie pro, vie perso. Oui. Parce qu'avec tout ce que tu viens de citer, tous les challenges dans lesquels tu t'investis au quotidien, je veux dire, quels sont tes challenges personnels en termes d'équilibre d'un point de vue d'un homme africain qui est père, qui est époux et qui est, qui a cette soif, d'accord, d'avoir une vie professionnelle riche et en même temps une vie professionnelle au service de l'écosystème? C'est une très bonne question. Hein. C'est une très bonne question. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est important de regarder cet aspect. Moi, j'ai été, on va dire, un workaholic. J'ai été quelqu'un qui aimait travailler, qui était tout le temps en train de travailler, toujours sur son ordinateur et ainsi de suite. Et je n'avais quasiment pas beaucoup de temps pour moi. Pas de vie perso, ouais. Et pour la famille. On va dire que c'est plus... Le déclencheur, ça a été la pandémie de Covid. Ah oui. C'est pendant cette pandémie que je suis devenu père aussi. Et le fait de travailler de la maison, ça m'a permis d'être plus proche de la famille, d'être plus présent, de pouvoir essayer de faire... De juguler les deux. En sorte qu'il y ait de work-life balance. Voilà. De juguler un peu. Et ça n'a pas été facile au début, mais après, j'ai juste pu prioriser certaines choses et m'organiser mieux pour avoir plus de temps pour la famille. Et aujourd'hui, j'essaie d'appliquer ça toujours. Tu as ton équilibre? Je pense que j'y suis presque. Félicitations. J'y suis presque, mais il y a de l'effort à faire. Il y a de l'effort à faire. Mais écoute, moi, je pose cette question souvent parce que d'un point de vue des femmes, justement, qui sont dans l'écosystème des paiements ou qui sont juste dans le monde des affaires ou qui sont carriéristes et qui sont mères et qui sont épouses, il y a très souvent ce sujet-là pour dire comment est-ce qu'elle fait et tout. Mais je pense que c'est aussi important de voir d'un point de vue d'un homme. C'est tout à fait pareil. Voilà, ils sont pères, ils sont époux, ils sont également dans le milieu professionnel. Et donc, le work-life balance, je pense que ça concerne, ça concerne les deux genres. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Moi, je pense que je cherche toujours mon équilibre. Moi, ça m'a permis, par exemple, d'être plus proche de mon fils. Et souvent, ma femme me dit que mon fils... il m'aime trop, en fait. Oui, et j'ai cette chance que beaucoup n'ont pas. Surtout quand c'est un petit garçon, en général, c'est sa maman. Mais moi, j'ai réussi félicitations. à avoir ce lien-là avec lui parce que j'ai été beaucoup présent aussi. Super. Mais écoute, c'est intéressant et tout aussi intéressant que les tas de questions que j'ai vraiment à brûle pour point par rapport au paiement. D'accord. Mais d'abord, prenons l'innovation d'un point de vue, paiement, d'un point de vue écosystème des paiements africains. D'accord. Quel est ton regard dessus aujourd'hui par rapport à où on était justement quand toi tu as commencé déjà dans les années 2000, 2002, 2003 jusqu'à aujourd'hui? Très bien. Il faut dire que il y a de l'innovation, il y a une certaine évolution. Et ce qui a changé, c'est le fait que aujourd'hui, il y ait une forte pénétration des porte-monnaies électroniques. Donc, à l'époque, quand on parlait de paiement, c'était strictement la banque, les cartes. Ouais. D'accord? Les cartes, soit sur les TPE, soit le e-commerce. Mais au fur et à mesure, il y a eu de nouvelles technologies qui sont maintenant disponibles à tout le monde, notamment le mobile money avec tout ce qui est P2P, donc transfert de personne à personne. Et récemment, il y a 2-3 ans, on a commencé à voir une émergence
des QR codes. Oui. Donc aujourd'hui, c'est difficile de trouver un petit commerçant ou bien un supermarché qui n'a pas de QR code. Même les taxis, les taxis jaunes, tout ça là, ils ont tous des QR codes. Et il y a des acteurs qui ont vraiment aidé à pousser cela. Visa a été l'un des acteurs à driver le QR code. Je me souviens que à l'époque, on avait pu mettre en place les QR codes de manière exponentielle. Il y a eu une multiplication par 10 du nombre de points d'acceptation grâce au QR code. Mais après, il y a eu, je pense, la Banque centrale qui a voulu mettre en place son QR code. Et donc, ça ralentit, interopérable, mais ça ralentit un peu le truc. Mais on voit que c'est un moyen excellent d'acceptation de paiement. Bien sûr, avec aussi le paiement sans contact qui commence à prendre de l'ampleur, mais qui va atteindre le niveau recherché que quand le tap to phone, donc le paiement sur le téléphone, va être complètement implémenté dans la région. Dans la région, justement, parce que je ne t'interromps pas, mais je trouve que c'est un très bon use case, mais après, ça s'applique beaucoup plus difficilement. En tout cas, ça pénètre beaucoup plus difficilement nos marchés. Oui, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on a l'impression que le paiement sans contact, c'est que pour ceux qui ont des cartes. En réalité, ce n'est pas ça. Le paiement sans contact, c'est non seulement pour ceux qui ont des cartes, mais aujourd'hui, il y a tellement de technologies qui te permettent de faire du paiement sans contact sans la carte elle-même. Donc, il y a tout ce qui est émulation à travers le téléphone. Donc, je prends mon téléphone, je tape sur le téléphone. Les ou bien sur le terminal. Voilà. Vous avez eu l'exemple de Apple Pay, par exemple, avec les montres et tous les objets. Donc, il y a beaucoup de moyens d'appliquer cela. Et si je vais un peu plus loin, comme ça se passe aujourd'hui en Asie et autres, ça là, il y a même des paiements sans moyen de paiement. Des paiements biométriques purement. Voilà, avec la rétine. Avec la rétine, avec la face, avec... voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec le temps, on va se retrouver dans un monde où le paiement se fera sans un outil physique. Exactement. Voilà, et ça va être complètement virtuel ou digital plutôt. Et ça va permettre de mettre à disposition de tout le monde de manière très rapide, facile, ces moyens de paiement. Puisque le problème de tout ce qui est card scheme, c'est que les cartes ont été positionnées comme des outils accessibles seulement à la moyenne classe, alors que c'est normalement accessible à la masse. Voilà, et c'est là que les mobile money ont réussi. Et c'est là que les mobile money ont de l'avantage et qui sont en train d'exploiter aujourd'hui. Et c'est vraiment intéressant de voir aujourd'hui comment cela évolue. Et le paiement va être très, très, très répandu et banalisé bientôt parce que le push que les MNOs, les fintechs sont en train de faire, on voit déjà, on ressent déjà l'adoption en masse. L'adoption en masse, voilà. Tout le monde aujourd'hui a le réflexe de payer par mobile money ou bien... Voilà. Et cela va continuer. Et moi, par rapport au mobile money, je pense toujours que c'est, en tout cas, l'une des plus grandes innovations, en tout cas en Afrique subsaharienne. Et je pense que c'est une innovation parce que, voilà, déjà, je pense que pour qu'il y ait innovation, il faut que, ça puisse répondre à un besoin. Absolument. Simple. Mais que, deuxièmement, que ça prenne en compte aussi les conditions, je veux dire, socio-économiques qui ont créé des challenges autour de ce besoin-là pour pouvoir, qui empêchent justement de résoudre ce problème. Et quand on prend le mobile money, je trouve que c'est exactement ce que ça fait. Le besoin, c'est de pouvoir payer de façon simple et conveniente à partir de son mobile et aussi de façon sécurisée. Mais derrière, ce que ça a pris en compte en Afrique, c'est les limitations donc au niveau de l'inclusion par les systèmes traditionnels bancaires,
les soucis d'accessibilité par zone ou par réseau, ou encore le simple fait que, en tout cas dans la région, on aime avoir notre argent dans la main, donc le cash. Le cash est encore roi. Voilà, au moins quand c'est dans le téléphone, plutôt que voilà, dans un compte bancaire qu'on ne voit pas exactement, ça donne beaucoup plus, je veux dire, de rassurance et puis de sécurité. Parce que quand je prends ce concept de mobile money là et qu'on le transpose dans des pays développés qui n'ont pas les problématiques socio-économiques que je viens de citer, par exemple en Afrique du Sud ou dans les pays de l'Occident, le besoin fondamental de payer simplement est là, mais le mobile money n'a pas autant cartonné là-bas qu'en Afrique, par exemple. Oui, parce que le besoin n'y est pas en réalité. Là-bas, le taux de bancarisation est très élevé. En termes d'infrastructure, il n'y a rien à dire. Moyens. Et le taux d'équipement des commerçants est très élevé. Voilà. Et donc, le besoin, en réalité, n'y est pas en tant que tel. Oui, il est desservi par d'autres outils. Voilà, c'est un peu comme au Nigeria. Au Nigeria, aujourd'hui, à cause du taux de pénétration de bancarisation, il n'y a pas trop de marge de manœuvre pour le mobile money, même si c'est vrai qu'il y a certains wallets qui sont sur le marché. Mais aujourd'hui, qui que tu rencontres, même la dame qui vend le piment au marché, quand tu vas la voir, tu peux la payer par ton téléphone. Exactement. Tous les Nigérians ont aujourd'hui accès à leur compte par téléphone. Et donc, il faut juste lui demander sa banque, son numéro de compte, et puis pouf, c'est fait. Et le Nigeria a quelque chose de très intéressant, c'est le name validation. Donc, ça donne de l'assurance. Exactement. Tu sais que c'est la bonne personne que tu es en train de payer. Parce que demain, la personne peut dire, moi, je n'ai pas reçu, tu envoies sur un autre compte. Voilà. Et l'initiative que... et ça se fait de manière instantanée. L'initiative donc, c'est interopérable. Exactement. Voilà. L'initiative que la Banque centrale, la BCEAO a aujourd'hui, et la plateforme d'interopérabilité qui a été lancée, pourrait aboutir à cela. Mais ce qui est différent là, c'est qu'on est dans une région où le mobile money est très fort. Et en fait, le taux de pénétration mobile est plus élevé que le taux de pénétration bancaire. Voilà. Et de ce fait, étant donné que ces acteurs sont aussi impliqués dans cette interopérabilité, ça leur donne un avantage énorme. Tout à fait. Le seul frein que je vois là, c'est, en tout cas pour la masse, ça va, parce que les limites que la Banque centrale a aujourd'hui sont assez suffisantes pour le besoin de la masse, d'accord ? Mais il y a d'autres qui ont besoin de plus de limites, qui vont peut-être se rabattre sur la banque parce que, voilà. Mais on voit aussi que les telcos commencent à s'intéresser à avoir leur licence bancaire. Tout à fait. Donc, c'est le cas d'un des plus gros opérateurs de la région qui a sa licence. Mais il y a aussi beaucoup de partenariats avec les banques qui sont en place, qui peuvent aboutir à quelque chose. Et je pense que dans les prochaines années, on va voir de plus en plus de néobanques qui vont apparaître dans la région. Forcément. Et cela, je pense que la Banque centrale devra mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir leur faciliter la tâche. C'est pour le bien de l'écosystème. Exactement. Et généralement, moi, je pense que c'est ça notre challenge d'un point de vue réglementation. Donc, généralement, d'attendre à ce qu'il y ait un use case, à ce qu'on commence à voir les limites de ce use case avant d'implémenter un cadre réglementaire autour de ce use case-là, plutôt que d'y aller un peu, un peu comme à l'anglophone, où on avance, on évolue avec, et au final, on se dit, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, retirons ci, retirons ça. Donc, moi, je pense vraiment que ça nous fait perdre pas mal d'avance sur d'autres marchés qui ne sont pas moins innovants qui ne sont pas plus innovants que nous, pardon. Oui, c'est effectivement cela. Mais je pense qu'il faut aussi regarder l'aspect inclusion financière dans son entièreté. Parce que le fait que tu aies un compte mobile, le fait que tu aies un compte bancaire, ne veut pas dire que tu es financièrement inclus. Voilà. Donc, il y a d'autres aspects qu'il faut regarder. Il y a un truc intéressant que j'ai eu à faire avec notamment
le ministère du Commerce lorsque j'étais à Visa, c'était de mettre en place un pack pour les commerçants, mais qui assure aussi de l'inclusion financière, notamment avec une solution de paiement, donc notamment la carte physico-virtuelle, une solution d'acceptation de paiement, d'accord, mais aussi tout ce qui est solution d'accès au crédit, voilà, à travers un scoring sur la base des transactions qu'ils effectuent, une solution d'épargne, et puis une solution d'assurance. D'accord. Et l'assurance, supposons que j'ai aujourd'hui une boulangerie, d'accord, juste pour illustrer le cas. J'ai une boulangerie, ok. Je vends 10 pains. Mes 10 pains finissent à 10 heures. 10 heures. D'accord. Les gens viennent demander encore du pain jusqu'à midi, 13 heures. Donc, mes 10 pains, je ne fais pas assez de bénéfices pour pouvoir augmenter pour faire 20 pains. Mais je sais que je peux faire 20 pains et les vendre immédiatement. Le fait que je puisse avoir accès au crédit me permet de faire cela, de rembourser le crédit et de développer mon business. Voilà. Si j'ai assez de marge et que mon bénéfice là, je le mets sur le compte ou bien je le garde sur le côté, cet argent, il reste là, dormant et ne m'apporte rien. D'accord ? Si je ne le réinvestis pas, je peux au moins le mettre dans un compte épargne pour pouvoir générer quelque chose qui va me servir peut-être plus demain à faire d'autres business. Et ça peut être aussi mon garde-fou pour les cas durs. Ouais. Okay? Si mon business aujourd'hui, j'ai un problème, supposons qu'il y a un incendie, ma boulangerie a pris feu. Mon business est mort, tu vois. Et le fait d'avoir cette assurance qui te couvre pour pouvoir rebâtir et puis repartir, et sans te saigner, sans aller t'endetter ou bien sans aller prendre dans tes économies directement, tu vois. Donc, ça te met à l'abri d'une situation où qui aurait pu tuer ton business complètement. Voilà, et donc ton business survit grâce à ce pack qui est complet. Cet écosystème-là, Et c'est ce qu'on appelle en réalité une inclusion financière. Je pense que tout le monde devrait penser ainsi, même pour son employé de maison. Lui ouvrir un compte bancaire. Exactement. Payer sur son compte bancaire. Ça, c'est NPS. Demain, cet employé pourra aller demander un crédit à cette banque sur la base de cela. Faire un contrat même avec l'employé pour pouvoir lui permettre d'avoir un document officiel à présenter à la banque, par exemple. De souscrire une assurance maladie. Parce que quand ton employé tombe malade, qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui aident quand même. Voilà, en général, tu essaies d'aider. Voilà, tu essaies d'aider. Voilà, et si la personne est assurée, tu as moins de charges. Exactement. D'accord. Supposons que tu payes une assurance à 1 000 francs par mois ou 2 000 francs par mois. Il y a des propositions qui existent aujourd'hui. Et la personne a accès à vraiment tout ce qui est soins sans généralement, pas qu'elle seule, sa famille aussi. En tout cas, sa famille immédiate. Exactement. Donc, je pense que c'est des approches qu'il faut qu'on adopte tous pour pouvoir assurer une inclusion financière à toute la population. Exactement. Je partage vraiment tout ce que tu dis. Et moi, je dis que ça doit être la prochaine révolution du mobile money. En tout cas, la prochaine innovation du mobile money. Oui. Parce que l'adoption, elle est déjà là. Tout le monde, on a réussi à trouver le moyen de paiement, bien l'outil qui sied à la masse, qui sied aux personnes financièrement exclues. Pourquoi ne pas, au-dessus de ça, créer tout un écosystème, tout le user journey autour du mobile money. Voilà. On a vu que ça commence à l'acceptation, il y a les prêts même qui viennent. Il y a des initiatives effectivement dans ce sens. Exactement. De l'assurance, comme tu disais, et en tout cas permettre à ce que on n'est pas dans une optique de détrôner les banques, mais la population va dans le sens du mobile money. Et il y a forcément des collaborations qui se font déjà entre les banques et les MNO pour pouvoir proposer ce genre de solutions. Donc, je pense que pour atteindre plus de personnes et atteindre surtout le taux d'inclusion qu'on souhaite atteindre dans la région, le mobile money est où il faut concentrer le plus d'efforts pour ajouter des services à valeur ajoutée
justement inclure de façon globale, comme tu viens de l'expliquer, la population. Oui, en fait, moi je pense que les banques ne doivent pas voir les mobile money comme de la compétition. C'est plutôt une opportunité. Moi, je suis une banque aujourd'hui, je deviens fournisseur de services. Je mets mon infrastructure à disposition des entités qui sont capables d'aller me chercher le client qui est là-bas, là, que moi, je ne peux pas aller chercher directement. Je pense que c'est vraiment une opportunité de collaboration pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plein d'opportunités. Là, on va dire le gâteau est très grand. Chacun peut avoir sa part et être bien rassasié. Exactement. Voilà. Et donc, je pense qu'on doit essayer d'aller dans ce sens. Et moi, j'encourage vraiment tous les acteurs à essayer de trouver des synergies pour pouvoir avoir non seulement des atteintes de leurs objectifs, mais aussi ajouter de la valeur à leurs clients, aux consommateurs finaux. Donc, je suis tout à fait d'accord. Quand on parle de mobile money, tout le monde fait référence à M-Pesa, par exemple. Oui. Mais M-Pesa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand je viens te voir et que je veux te donner de l'argent, je sors mon porte-monnaie, je prends l'argent dedans, je te donne, n'est-ce pas? Et ils ont digitalisé ça. Tout simplement. Je prends mon porte-monnaie mon téléphone. Je rentre ton numéro de téléphone qui correspond à ton porte-monnaie électronique et je te transfère l'argent. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Voilà, et ils n'ont pas essayé de réinventer la roue, de faire autre chose. Exactement. Parce qu'il y a certains qui ont fait cette erreur en voulant imiter d'autres use cases ou d'autres cieux. Exactement, qui sont un peu plus complexes, qui ne sont pas adaptés au mobile money. Et ils n'ont pas pu réussir. Tout à fait. Donc, après, ils se sont ralliés. Ils ont fait exactement comme les M-Pesa et ça a directement décollé. Sur toi, ta casquette de visionnaire, justement, parce que quand tu parles toujours de ce qu'on va voir dans les 5 prochaines années. Sur l'écosystème en ce moment, comme on l'a dit, on a bâti quand même assez sur le mobile money. Donc, on essaie d'agréger tout un écosystème, donc, que ce soit sur du prépayé, que ce soit sur du débit ou du crédit, que ce soit sur les VAS. Qu'est-ce que tu vois, en tout cas, pour l'écosystème des paiements en Afrique francophone dans les 5 prochaines années? Quels sont les trends que tu peux prédire? En termes d'innovation, je pense que moi, je regarde 2 volets, d'accord? Il y a le volet acceptation de paiement, d'accord? Et je pense que le QR code va continuer à se développer, surtout que la Banque centrale de la BCEAO, par exemple, a une initiative de QR code interopérable. Voilà. Ça pourra être intéressant à voir. Mais je crois que le paiement sans contact a aussi de l'avenir. Surtout si on investit bien en termes d'infrastructure. D'acceptation. Voilà. Et parce que aujourd'hui, les clients commencent à être habitués et à aimer tout ce qui est paiement digital. Et donc, les use cases qui leur permettront de faire plus facilement leur paiement, tranquillement, vont être immédiatement adoptés. Facilement. Voilà. Et ça, c'est intéressant. L'autre aspect, c'est quelque chose qui se passe dans nos sociétés. Le boutiquier d'à côté, je le connais, je vais le voir, je prends du sucre, de l'eau, ainsi de suite, je m'en vais, je viens la fin de la semaine, je lui paie son argent. C'est ce qu'on appelle du buy now, pay later. Et donc le BNPL, moi je pense que c'est quelque chose qui doit commencer à se mettre en place. Il y a des initiatives. De façon digitale, ouais. Il y a des initiatives dans ce sens que j'ai rencontré. J'ai rencontré des acteurs qui essaient de mettre ça en place, notamment au Sénégal, par exemple. Oui. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être développé dans la région, et parce que ça a vraiment du sens. Oui. Et vous voyez, par exemple, il y a des use cases de la tontine digitale. Oui, exactement. Ça a pris immédiatement. Donc, ce que les gens... En fait, c'est ça l'innovation. Ce que les gens ont l'habitude de faire, essayer de leur simplifier cela, de leur rendre ça plus facile à faire. Et
et immédiatement ça va prendre. Donc, le buy now, pay later, c'est très intéressant à voir. Et sur le buy now, pay later, oui. Moi, bien entendu, le use case que tu viens d'expliquer ou bien le comportement qui existe déjà que tu viens d'expliquer, il est tout à fait compréhensible. Mais pour arriver à la digitalisation de ça, moi, personnellement, j'ai rencontré quelques freins. Quand on commence à amener ce genre de discussion vers les banques ou vers le régulateur, encore une fois, on voit le risque. Par rapport au buy now, pay later, aujourd'hui, la banque ne veut pas prendre le risque. Le marchand non plus ne veut pas prendre le risque. Le régulateur peine un peu à mettre un cadre autour de tout cela. Est-ce que tu penses vraiment est-ce que tu penses que c'est aussi proche que ça? Oui, mais en fait, c'est très simple. Hein. Ça se fait aujourd'hui. Et qui prend le risque? C'est le commerçant. D'accord? Et donc, aller sur un plan... S'il prenait déjà le risque? C'est ça. Voilà. Aller sur un volet où le commerçant prend le risque, il n'y a pas mieux. C'est une opportunité pour les banques. Voilà. Parce que si la banque prend le risque, derrière, elle est rémunérée d'une certaine manière. Voilà, et il y a des intérêts qui sont générés. Et donc, pour moi... C'était une question de il faut savoir, de vision, de manière stratégique, se positionner. Voilà. Et donc, moi, je ne vois pas ça comme un problème en réalité. C'est juste la manière dont les gens s'y prennent. Et c'est un des problèmes justement que les fintechs ont dans la région. C'est le fait de ne pas pouvoir bien expliquer ou bien d'avoir avoir la bonne approche pour pouvoir faire comprendre aux partenaires l'avantage de la solution qui va être déployée et qui doit être implémentée. Tout à fait. C'est très important. Tout à fait. Et moi, cette semaine, je discutais avec une fintech au Malawi, justement, qui se lance dans ce business-là et qui a comme service le BNPL aussi. J'ai beaucoup aimé l'approche. Qu'est-ce qu'il utilise? Il a un réseau de partenaires de microfinance. D'accord. Il a les marchands de l'autre côté. Il a les corporates de l'autre côté. Et ce qui vient, c'est de proposer aux corporates de pouvoir prendre un engagement par rapport à leurs salariés, de dire, OK, telle personne gagne 200 000 francs, je m'engage à verser ces 200 000 francs dans tel compte, qui est le compte d'une microfinance. La microfinance, elle, va pouvoir lui donner du crédit sans aller chercher son consommateur elle-même, et avec aussi assurance que voilà, c'est un salarié dont l'employeur a pris un engagement. Il prend cette même solution, il la transforme en BNPL. Et je me suis dit, mais seulement en jouant sur le positionnement et la stratégie de partenariat, oui. Mais il a le risque, il n'est plus là. Parce que tu n'apportes pas un autre business model. Exactement. Tu utilises le business model existant du système de crédit que les banques, les microfinances ont pour pouvoir fournir et proposer du buy now pay later. Et puis tu links fait avec tout. Parce que quand tu vas à la banque aujourd'hui, tu veux un prêt, c'est quoi? Si tu es salarié, tu vas dire, je veux la domiciliation du salaire. Ouais. D'accord? Irrévocable du salaire. Voilà. je te donne le crédit, mais avec un certain pourcentage. Oui. Donc, s'il a toujours la même garantie, donc la domiciliation est assurée par le corporate, s'il a son taux d'intérêt qui est appliqué, et puis le délai de paiement qui est spécifié, il n'y a aucun risque. Et surtout que la microfinance, elle, de son côté, généralement, comment est-ce que elle prête de l'argent? C'est pas toujours sur la base d'utilisateurs qui sont des salariés. C'est peut-être des PME, c'est peut-être des commerçants. Et la seule garantie qu'ils ont... Ils financent en réalité des activités. Justement, ils financent des projets. Par exemple, moi, je suis cultivateur, je veux pouvoir faire ma récolte, je prends de l'argent avec la microfinance, je fais ma récolte, je vends et puis je viens rembourser. Voilà. C'est des trucs comme ça, c'est des use cases comme ça qu'ils font. Et c'est aussi une opportunité pour les microfinances de pouvoir accéder à un autre type de clients qu'ils n'ont pas forcément d'habitude. L'habitude de côtoyer. Et voilà, c'est vraiment une très bonne approche. C'est quoi le nom de la fintech? Okay. Non-disclosable. No problem. Oui, parce que c'est toujours en projet. Ça marche, c'est toujours en projet. Est-ce qu'elle discute avec cette fintech justement pour
pour préparer son go-to-market et sa productization. Donc, Super, voilà. excellent. Très Et bonne approche. Voilà, c'est une très bonne approche. Donc c'est ça en fait l'idée, c'est réfléchir À comment à faciliter. comment, de manière plus simple, faire les choses. Sans compliquer le process. Exactement. Si c'est bien expliqué, si c'est très clair, Bien positionné. tout le monde sait quoi, où il va en fait. Tant que c'est pas clair pour les gens, ils hésitent. Exactement. Voilà. Non, je suis d'accord. Surtout dans les paiements, où il y a le Même- facteur de la confiance, le facteur de... Voilà. Et souvent on parle de problèmes d'accès aux fonds, des investissements et autres, tout ça là. C'est la même chose. Hein. L'investisseur, s'il ne voit pas où tu vas, Il ne peut pas mettre son argent. c'est ça. Il faut bien pouvoir lui expliquer. Il faut prendre des exemples concrets. Et puis, justement, on parlait de ça avant le début du tournage. On a l'impression que, en tout cas c'est un fait, que le taux d'investissement qui atterrisse en Afrique, je dirais peut-être les 3-4 dernières années, a quand même un peu baissé. Est-ce que tu attribues ça au manque de, je veux dire, ou aux lacunes qu'on a sur le continent à positionner nos use cases, ou est-ce que tu penses que c'est plutôt quelque chose qui a trait aux gros risques, donc qui ont été pris avec quelques unicorns qu'on connaît d'un pays particulier anglophone de l'Afrique de l'Ouest, et qui justement a fermé un peu ce robinet d'investissement en Afrique? moi, je pense que le robinet n'est pas fermé. Hein. Je pense qu'il y a encore il y a un fort potentiel de levée de fonds que les fintechs ont aujourd'hui. Il y a des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent, mais il faut qu'ils sachent la valeur ajoutée de ce qu'on leur propose. Et donc, comme je le disais, le problème de pitch se pose pour beaucoup de fintechs. Venir pitcher en parlant de la technologie, du produit, c'est pas forcément la bonne approche. Oui. D'accord? Il faut plus parler de ce que ça va apporter, de l'impact, de l'avantage d'utilisation réelle de la chose et pourquoi et où on va. De manière très simple. L'investisseur va comprendre et puis il va savoir, ouais, ça a du sens, ça n'a pas du sens, ainsi de suite. Et puis c'est là il va décider. Il y a beaucoup de, je pense, besoin de formation dans ce sens. Et il y a des initiatives dans la région, notamment avec des incubateurs, avec des entités comme ça, qui, moi j'encourage beaucoup les fintechs à s'approcher de ces entités pour avoir ces formations afin de pouvoir mieux se positionner. Et c'est plus intéressant encore parce que en ayant cette approche, on peut réfléchir autrement et mieux, on va dire, développer ou bien mieux positionner son produit, le revoir pour qu'il soit plus impactant que ce que l'on a. Voilà. Plus adapté. Pas concevoir le produit juste pour concevoir le produit. Voilà. Je te rejoins totalement parce que pour avoir fait part de ce processus-là récemment, dans toutes les conversations qu'on a eues donc avec les investisseurs, on a passé beaucoup plus de temps sur ce que notre produit allait solutionner. Ça n'a jamais été présente-moi les API, présente-moi l'architecture, présente-moi ce que ton produit... Non, ça a toujours été quel est l'impact, à qui est-ce que ça bénéficie, à qui est-ce que ça rapporte de l'argent, et de fait, ils comprennent aussi comment eux, ils vont pouvoir réussir à attirer leur épingle du jeu en t'accompagnant. C'est ça. Moi, j'aime bien les histoires de Uber, de Airbnb. Oui. C'est basé sur des use cases, tu vois. Le gars qui est là, qui essaie de trouver un taxi, il a du mal, il est sous la pluie, quelque part à Paris là-bas, et les taxis ne s'arrêtent pas, tout ça là. S'il a un moyen de faire venir un taxi. Beaucoup plus simplement. Voilà. Et ou bien l'autre qui va dans une ville, tous les hôtels sont surbookés, il ne sait pas où aller. Où rester. S'il a la possibilité de permettre aux gens de mettre à location leur chambre pour une journée. Dans les deux sens. Dans les deux sens, effectivement. Voilà, et ça parle. Voilà. Donc, quand tu expliques comme ça, c'est très clair. L'investisseur, il voit l'opportunité, il voit le potentiel de la chose et puis il va forcément y mettre. Tout à fait d'accord.
Alors, Candace, je disais au début que j'appréciais vraiment chez toi ta passion pour les paiements, ta passion pour l'innovation. Et voilà, ton parcours que tu viens de raconter a vraiment renforcé cela. J'aimerais juste te poser une dernière question. C'est quoi ta source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est intéressant. Peut-être que ça vient de mes grands-parents qui ont toujours voulu transmettre la connaissance. Donc, ils étaient enseignants, comme je t'ai dit. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider. Souvent, on me reproche de ne pas de ne pas savoir dire non. Voilà. Mais je pense qu'on devrait cultiver cela. D'accord? Moi, j'ai beaucoup confiance au potentiel, surtout de l'Africain. Moi, je suis un amoureux de l'Afrique. J'ai vu que tu avais même un nom déjà pour les États-Unis d'Afrique. Exactement. En fait, quand ça va arriver. Moi, je suis... j'ai grandi, tout comme la plupart d'entre nous, avec l'idée que l'Africain, on va dire, dépend plus de ce que les Occidentaux fournissent comme... C'est la perception voilà. qu'on a. Donc, pour moi, les Noirs n'étaient pas à un niveau où ils arrivaient à penser, à innover, à créer. Le déclic s'est fait quand j'ai été au Nigeria. Je suis arrivé à UBA, je suis arrivé au département informatique, c'est tout un plateau. Il n'y a que des Nigérians quasiment. Voilà. Les sociétés qui fournissent les solutions, les sociétés nigérianes. Dans la vie quotidienne, tu vois le gars qui est fier d'être nigérian, qui est fier d'être africain. Le gars qui te rencontre des fournisseurs occidentaux, mais qui lui parle... Comme lui veut lui parler, comme il le parle. Voilà, c'est lui le patron. Et cela m'a fait prendre conscience pour dire, mais guys, on est capable de faire des choses. Et donc, je me suis penché un peu sur tout ce qu'il y a. Je ne sais pas si tu as dû voir sûrement les documentaires sur les inventeurs noirs. Exactement, j'ai vu des articles de voilà, et je te rends compte qu'en fait, oui, nous les Africains, on a la capacité de faire beaucoup de choses et de manière plus intéressante en plus. D'accord? Nous les Africains, quand je dis noirs, ce n'est pas forcément que les noirs, mais les Africains tous les Africains. En Égypte, par exemple, tu as vu, c'est là où les mathématiques sont nées, mais les plus connus en mathématiques, c'est qui? C'est Pythagore, les Thalès et autres, alors que c'est né en Égypte. Et quand on parle de... comment on appelle ça, de l'électricité, c'est Edison, tu vois, mais on ne pense pas à, comment il s'appelle celui-ci, j'ai oublié son nom, qui a pu stabiliser l'ampoule. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses que les Noirs font que on ne sait pas. Qui ne sont pas documentées. Donc on se sous-estime beaucoup et on ne se considère pas autant qu'on devrait. Et moi, cela, ça crée une sorte de révolte interne, de prise de conscience. Et je me suis dit, il faut que je fasse tout pour que mes frères et sœurs africains aient la connaissance que moi j'ai pu acquérir. Transmettre ce que j'ai pu acquérir comme connaissance pour les aider à être fiers de ce qu'ils sont et à innover et de même transmettre ça eux aussi à la future génération. Et donc mon objectif, ça a été ça. J'ai créé une structure quand j'étais en Guinée pour pouvoir fournir des solutions aux sociétés qui sont là-bas. Parce que j'ai trouvé que toutes les sociétés à l'époque faisaient que du manuel. Celles qui avaient de l'argent et qui avaient les moyens... Exportaient les compétences. Ils acquéraient les solutions lourdes comme CGO, tout ça là, dont ils n'ont besoin que d'une composante. D'accord? Et moi, ce que je disais, c'est que je peux vous développer cette composante, vous mettre à disposition, et puis scale au fur et à mesure que vous voulez ajouter des autres fonctionnalités. Et ça vous reviendra non seulement moins cher, bien sûr, mais en plus, c'est adapté à votre société, à votre manière de travailler. Ouais, donc, déjà, cet esprit d'aider aussi...
C'est toujours la base, je trouve, des entrepreneurs africains. Oui. Ça vient toujours d'un besoin d'aider la communauté. Absolument. Toujours d'un besoin d'aider la communauté. Ça a toujours été le besoin, enfin la motivation première pour moi. Et comment est-ce que tu transmets ça à ton fils aujourd'hui? Pour être sûr que quand il grandit, soit fier d'être africain, fier de sa capacité donc de créer et puis d'aider, d'impacter positivement sa communauté. Je pense que ça commence bien parce que mon fils, il m'imite. Il m'imite beaucoup. Et je pense que je fais tout pour être un bon modèle pour lui. Les enfants sont très observateurs. Oui. Et parfois, il me surprend à faire des choses que j'ai l'habitude de faire. Waouh, il faut que je me comporte bien. Pour moi aussi, c'est un gros déclic. Lui, je suis définitivement dans le sens de lui transmettre les valeurs que moi j'ai. Et je pense qu'il va les embrasser et dans un futur proche, commencer aussi à développer ses compétences et puis plus tard transmettre ça à d'autres générations. Bien sûr. Écoute, Candace, ça a été un super plaisir, un pur plaisir de t'avoir et de discuter avec toi. On n'a pas vu le temps passer. Merci encore d'être venu, merci encore d'avoir pris le temps. Je te souhaite, en tout cas, comme on dit, on aime le dire, bon vent dans tes projets actuels et futurs. Et j'espère qu'on aura l'occasion surtout de collaborer parce que il y a beaucoup de sujets sur lesquels on se rencontre, beaucoup de sujets sur lesquels on peut vraiment créer de l'impact ensemble, on peut vraiment créer des solutions par des Africains, pour les Africains, ensemble. Merci beaucoup, Barbara. C'est un vrai plaisir, encore une fois, d'avoir discuté avec toi. C'est toujours intéressant d'échanger sur des sujets qui me passionnent. Oui, on pourrait rester là des heures à parler. Et moi, je tiens à vous féliciter par rapport à l'initiative de Underdogs parce que mettre en lumière des personnes qui contribuent d'une certaine manière à l'amélioration de l'écosystème, c'est vraiment une très bonne initiative. Et je vous y encourage. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir invité à ce podcast. Merci. Et on reste en contact Merci, Candace. comme d'habitude. Merci. Je t'en prie. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Underdogs in Africa. J'espère que vous avez aimé et que vous avez été aussi enrichis que moi par cette conversation. Dites-nous en commentaire ce que vous avez aimé, les questions que vous avez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager dans votre réseau. En attendant l'épisode prochain, prenez soin de vous et encore abonnez-vous et partagez dans votre réseau. Ciao. Ciao.